Bonjour à toutes et à tous. Dans le grand format de ce dimanche 15 mars 2026, nous parlerons des réformes en cours dans le secteur foncier. Quelles sont les démarches réglementaires pour aller à la sécurité foncière et comment obtenir un titre foncier aujourd'hui? Que deviennent les lotissements en cours dans les arrondissements? Autant de questions que nous poserons au chef du département des affaires juridiques et de la formation nationale à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il sera avec nous sur ce plateau pour des éléments de réponse. Et comme vous le savez, l'élection présidentielle du 12 avril 2026 approche à grands pas. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication s'active déjà pour une campagne médiatique dépourvue de dérapage. Elle a procédé vendredi dernier au tirage au sort de l'ordre de passage des duos candidats pour la présidentielle, pour la campagne médiatique. Une charte de bonne conduite est d'ailleurs élaborée pour permettre aux différentes parties impliqués dans le processus de connaître leurs droits et obligations. Dans cette émission, nous allons recevoir M. Soumano Biosero. Il est le directeur de la législation et du contentieux à l'ARAC. Comme d'habitude, nous recevrons un journaliste, un professionnel des médias pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Vous aurez aussi droit à la revue de presse hebdomadaire de Assiomakani Assiongbon. Et l'artiste de la semaine viendra agrémenter notre journée dominicale. Aujourd'hui, nous recevons un guitariste hors pair qui a retrouvé ses notes dans l'afro-blues. Il a fait de grandes scènes avec des artistes de renom. On l'appelle simplement Tchalé. Voilà les grandes articulations de cette émission ainsi déclinées. Nous démarrons tout de suite avec le journal. Au sommaire de cette édition, les acteurs de la chaîne pénale au Bénin approfondissent leurs connaissances théoriques et pratiques sur la répression de la criminalité transnationale organisée. L'atelier national tenu à cet effet s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entraide judiciaire en matière pénale. Dans ce journal, le point de la rencontre. Nous ferons également un tour dans le département de Louémé où le duo candidat Wadani Talata reçoit du soutien. Il s'agit des jeunes ambassadeurs de Wadani de Louémé sous la houlette de leur coordonnateur général, l'honorable Saka Fikara, et de leur parrain Léon Basila Rossi. Ils ont tenu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo un grand meeting d'appel à la mobilisation. Nous recevrons également un invité dans ce journal. Il s'agit de Hugues Sabgadia. Il est le chef du département des affaires juridiques et de la formation à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Avec lui, nous parlerons des nombreuses réformes qui sont en cours actuellement dans le domaine du foncier en République du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie, M. Gabal, de l'invitation. Je vous reçois dans quelques minutes exactement. Eh bien, mesdames et messieurs, les acteurs de la chaîne pénale au Bénin approfondissent leurs connaissances théoriques et pratiques sur la répression de la criminalité transnationale organisée. L'atelier national tenu à cet effet à l'école de formation des professions judiciaires s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entraide judiciaire en matière pénale. Expertise France a assuré l'organisation par le biais de la coopération française au Bénin. Les détails dans ce reportage. Les chefs de parquet et de juridiction, d'autres magistrats, de même que les officiers de police judiciaire, prennent la mesure des nombreuses mutations actuelles de la criminalité transnationale organisée. À cet atelier national de renforcement de capacités sur la coopération et l'entraide judiciaire, ces acteurs anticipent pour traquer plus efficacement les nouvelles formes d'ingéniosité des groupes criminels, bravant les frontières des États, comme les trafics des stupéfiants, de faux médicaments, d'armes, ou encore la traite des humains. L'entraide judiciaire est donc l'arme la plus redoutable dont disposent nos États pour traquer ces criminels là où ils pensent trouver refuge et pour rendre justice aux victimes, quelle que soit leur nationalité. Les plus belles réglementations ne valent que par les hommes qui les gèrent, qui les appliquent. Elles n'auront aucun sens si elles ne sont connues et maîtrisés par ceux-là même qui sont appelés à les appliquer. Ce qui justifie les modules au programme dans cette session, le cadre juridique national, régional et international et les étapes de la préparation à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. L'atelier se tient dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'entraide judiciaire en matière pénale.
L'initiative est portée par Expertise France avec le soutien de l'Agence française de développement. Expertise France voudrait espérer croire que cela va permettre une amélioration du traitement des dossiers d'entraide pénale internationale que vous aurez certainement à gérer. L'ambition qui est la nôtre dépasse le cadre de cette section. Elle vise à terme à inscrire durablement la culture de l'entraide pénale internationale dans les curricula de formation. Une perspective également nourrie par l'équipe projet et l'EFPJ. En image, c'est le duo Wadaï Talata qui ouvre le bal de la campagne médiatique pour le compte de l'élection présidentielle de 2026. C'est le résultat du tirage au sort fait ce vendredi 13 mars au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Comme vous le verrez sur ces images, un seul représentant des deux duos Challenger était présent à la cérémonie. Il s'agit du député Hassan Seibou qui a d'ailleurs tiré au sort la première place pour le duo candidat dont il est le directeur de campagne. Et justement, dans le souci de la consolidation de la démocratie et du respect des règles d'accès équitable aux médias, la HAC entend promouvoir une campagne médiatique responsable, apaisée et respectueuse des principes de cohésion nationale. C'est à travers la signature par des politiques de la charte de bonne conduite des candidats dans le cadre de la campagne médiatique pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une lecture de cette charte de bonne conduite a été faite par le deuxième rapporteur de la HAC. Nous allons suivre en extrait les 8 premiers articles de cette charte de bonne conduite. Suivant. Article 1er. Les candidats s'engagent à respecter scrupuleusement les lois et les textes réglementaires régissant la communication et les médias durant la période électorale ainsi que les décisions et directives de la HAC. Article 2. Les candidats s'obligent à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la HAC. Article 3. Les candidats doivent veiller à ce que le contenu de leur support de communication soit respectueux des dispositions du Code électoral, du Code de l'information et de la communication et aux dispositions réglementaires en la matière. Grand 2. Respect des journalistes et des professionnels des médias. Article 4. Les candidats s'engagent à respecter le travail des journalistes, ne pas exercer de pression, menaces ou intimidation à l'encontre des professionnels des médias, favoriser un climat de confiance et de collaboration avec les organes de presse. Article 5. Aucun candidat ne doit caporaliser pour quelque raison que ce soit un organe de presse. Article 6. Les candidats s'engagent à s'abstenir dans les médias de tout propos diffamatoire ou injurieux, de toute incitation à la haine, à la violence ou à la stigmatisation et de toute diffusion volontaire d'informations fausses ou trompeuses. Article 7. Les candidats et les représentants des candidats doivent s'abstenir des propos attentatoires à la vie privée, à l'appartenance religieuse, sociale, régionale ou ethnique d'un autre candidat ou d'un citoyen. Article 8. Toutes les interventions médiatiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées. Et justement, par rapport à ce dossier, nous allons recevoir, juste après le journal, dans quelques minutes, donc, M. Soumanou Biosero. Il est le directeur de la législation et du contentieux à la HAC. C'est notre invité de la semaine pour cette émission. Il sera donc sur ce plateau pour nous donner plus d'éclaircissements sur les dispositions prises par la HAC. Mais en attendant, nous allons faire un tour dans le département de l'Ouémé où le duo candidat Wadaï Talata reçoit du soutien. Il s'agit des jeunes ambassadeurs de Wadaï de l'Ouémé sous la houlette de leur coordonnateur général, l'honorable Saka Fikara, et de leur parrain, Léon Basile Arossi. Ils ont tenu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo un grand meeting d'appel à la mobilisation. Reportage. Ils se font appeler les jeunes ambassadeurs de Wadaï de l'Ouémé Jao. Et à travers ce grand meeting organisé au stade Charles de Gaulle, ils affichent clairement leur détermination à soutenir activement la conquête du pouvoir par le duo Wadaï Talata. Avec Romuald Wadaï, les jeunes ambassadeurs de l'Ouémé sont enrôlés et engagés pour bâtir le Bénin de nos rêves. Plusieurs personnalités, dont les anciens députés Saka Fikara et Léon Basile Arossi, se tiennent aux côtés de ces jeunes,
témoignant ainsi de leur engagement et de leur accompagnement dans cette dynamique politique. Je lance donc un appel aujourd'hui à ceux qui aiment ce pays plus que leurs querelles partisanes. Accompagnons cette nouvelle génération à réussir là où la nôtre a parfois échoué. Car ce qui compte, ce n'est pas la victoire d'un camp. Ce qui compte, c'est la réussite du Bénin. Je dis encore merci au duo Wadayi Talata qui a permis que les mouvementiers et opposants d'hier se retrouvent pour relancer le Bénin. Oui, nous devons relancer le Bénin. Et moi, j'y crois. Et votre présence massive ici aujourd'hui me donne espoir. Sous la coupole de l'honorable Saka Fikara, la machine des jeunes ambassadeurs de Wadayi de Lomé est désormais lancée avec un premier mot d'ordre, une forte mobilisation des électeurs et une présence massive aux urnes le 12 avril prochain. Un invité dans ce journal, Hugues Sagbadia, bonjour. Bonjour, M. Gaba. Vous êtes le chef département des affaires juridiques et de la formation à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Ouais. Nous savons que de nombreuses réformes sont en cours actuellement dans le secteur, dans le domaine du foncier en République du Bénin. D'abord, quelle est la portée juridique du cadastre ? Alors, merci M. Gaba. Je pense qu'il faut commencer par s'accorder sur ce qu'est le cadastre. D'accord. Et on peut dire tout simplement que le cadastre, c'est la représentation cartographique du territoire national, avec cette particularité qu'il ne s'agit pas d'une cartographie compacte, mais plutôt d'une cartographie qui fait ressortir la propriété de chaque personne pour autant que la personne dispose de lopin de terre en République du Bénin. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'on appelle par exemple les couches cadastrales. Ça dépend donc des options qui sont faites dans le cadre de la réforme. C'est-à-dire qu'il doit être possible également de faire ressortir à travers le cadastre les accessoires sur un bien immobilier par exemple. Si j'ai un bâtiment, les caractéristiques du bâtiment, on doit pouvoir les ressortir. Et même en milieu rural, il y a ce que nous appelons les faits-valoir indirects, c'est-à-dire par exemple les contrats que mes grands-parents auraient conclus avec d'autres branches de la famille ou bien d'autres familles venues d'ailleurs pour l'exploitation d'un périmètre foncier de la famille. Donc ces contrats qui existent sont également recensés dans le cadre de l'enregistrement des parcelles au cadastre pour que les informations puissent être complètes le plus possible. Donc le cadastre, c'est en quelque sorte cela. Vous avez posé la question de savoir quelle est sa portée juridique. Oui. Alors, conformément au code foncier domanial, le cadastre n'emporte ni ne confère en principe la propriété. Je pense que dans les développements qui vont suivre, on va préciser que être propriétaire au Bénin signifie avoir un titre foncier, mais l'entrée d'une parcelle au cadastre ne confère pas d'office un titre foncier. Il y a certaines étapes conçues pour avoir un titre foncier. Ce qui est sûr, c'est que la parcelle qui entre déjà au cadastre pour aboutir donc au titre foncier, la procédure est tellement simplifiée par rapport aux procédures classiques qu'on peut suivre pour avoir un titre foncier en dehors du cadastre. Ouais. Je sais qu'il y a tellement de dispositions législatives dans le foncier au Bénin de nos jours. Je me demande si le Béninois ne risque pas de s'embrouiller ou de se mélanger les pédales. Alors, M. Gaba, je ne pense pas. Cette question aurait beaucoup d'intérêt si on était entre la période de 1958 et 2013. Ah oui. 1958, où on est devenu une république, jusqu'en 2013, où le code foncier domanial est entré en vigueur, il y avait une kyrielle de tests et d'organes qu'il faut interroger. D'accord. Justement, la réforme qui a conduit à l'avènement du code foncier domanial visait à combattre les disparités antérieures, les multiplicités de sources et d'organes qu'il faut interroger dans une procédure foncière. Mais le code foncier domanial, pour dire vrai, c'est une véritable codification matérielle et formelle. Enfin, dans la légistique, la codification, c'est le processus par lequel on réunit dans un seul corpus juris, donc dans un seul instrument, l'ensemble des aspects liés à un domaine donné. Donc le code foncier domanial réunit pratiquement tous les aspects nécessaires à la gouvernance foncière et domaniale. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, j'aurais péché si je ne précise pas qu'il y a d'autres aspects sporadiques qui se retrouvent dans d'autres textes, mais qui ne concernent pas spécifiquement le foncier, par exemple. Si
je dois donner un cas, la question des capacités de personnes, c'est-à-dire est-ce que j'ai la possibilité d'acheter une parcelle à mon nom personnel, est-ce que je suis majeur, ça ce n'est pas le code foncier domanial qui règle ça, est-ce que je suis héritier, ce n'est pas le code foncier domanial qui organise la succession, c'est le code des personnes et de la famille. Donc il y a d'autres tests qu'on interroge, mais ce n'est pas spécifiquement le code foncier domanial, en tout cas la matière foncière qui est concernée. Il est vrai qu'il y a des tests complémentaires comme la loi sur l'urbanisme qui organise quand même certains aspects des divisions parcellaires, de l'urbanisme, ainsi de suite, qui portent des aspects qui intéressent la matière foncière domaniale. Mais aujourd'hui, on a une source quasi unique qui renseigne efficacement sur les prescriptions nécessaires à la gestion foncière domaniale. Vous avez bien dit qu'il y a des tests également que vous consultez ailleurs et qui répondent quand même à vos cadastres, justement. Est-ce que véritablement toutes ces lois entre elles contribuent à l'efficacité de la sécurité foncière visée? Bien sûr. Je vous donne juste un exemple. En 2013, le Code foncier domanial a prévu qu'à partir d'un certain temps, on ne peut vendre son bien immeuble qu'en justifiant d'un titre foncier. D'accord? C'est ce que nous avons appelé pendant longtemps la période transitoire parce que le Code a permis qu'on continue les transactions comme ça se faisait jusqu'à son entrée en vigueur, ne serait-ce que pendant 5 ans. En 2017, à l'occasion de la réforme technique du Code foncier domanial, le délai a été prorogé de 5 ans donc. Ce délai est venu à expiration en 2023. Alors, le Code précise qu'à partir de ce moment-là, pour vendre son immeuble, il faut justifier d'un titre foncier. Le seul objectif visé par cette disposition, c'est la sécurité foncière maximale. Alors, la sécurité foncière maximale. Alors, pour mieux comprendre, on n'a pas assez de temps pour ça, il faudrait exposer les causes des conflits fonciers. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ces causes prennent leur source dans les transactions frauduleuses. D'accord, en matière foncière domaniale. Et ces transactions frauduleuses sont facilitées par l'absence de titre foncier, par exemple, ou par l'absence d'un instrument comme le cadastre. Lorsque vous avez votre parcelle au cadastre, il y a une certaine traçabilité, donc il y a un commencement de preuve qui permet quand même d'assurer des transactions fiables. Donc, tout ce qui est prévu dans le Code foncier domanial, toutes les réformes qui sont prévues, que ce soit les caractères du titre foncier, que ce soit le cadastre national, c'est pour contribuer efficacement à la sécurité foncière. Et je pense que les réformes et tout ce qui est fait autour commencent par donner des fruits. Ouais. Et de façon précise, aujourd'hui, quels sont les actes pour aller à la sécurité foncière? Alors, la sécurité juridique en matière foncière chez nous, Bénin, c'est la procédure par laquelle on obtient un titre foncier. Et je pense que cette procédure, il existe en 2 volets. Il y a la procédure classique et il y a la procédure de confirmation cadastrale, puisqu'on a parlé de cadastre tout à l'heure. Donc, il y a une procédure simplifiée qui permet de passer de cadastre au titre foncier. Vous avez posé des questions par rapport aux actes. Il y a ce que nous appelons donc les actes présomptifs de propriété. Ce sont ces actes qu'il faut réunir pour accéder au titre foncier et je vais les citer très rapidement. Nous avons par exemple l'attestation de recasement qui est délivrée sur des parcelles situées dans des zones dans lesquelles il y a déjà un lotissement clôturé. Nous avons l'attestation d'intention coutumière que j'appelle un acte qui célèbre la coutume en matière foncière. Alors, cet acte est délivré sur les parcelles qui n'ont pas encore fait l'objet, par exemple, de lotissement. Nous avons les avis d'impôt des 3 dernières années. Le Code général des impôts dit que le paiement régulier des impôts confère un droit présomptif de propriété. Donc, on peut utiliser en principe les avis d'impôt des 3 dernières années pour aller au titre foncier. Alors, les actes que j'ai cités, l'un élimine l'autre. Donc, ce n'est pas forcément les 3 qu'il faut produire. L'un quelconque de ces actes est acceptable pour continuer. Il y a 2 autres actes sur lesquels on peut mettre l'accent rapidement, puisque les gens en ont encore, le certificat administratif et le permis d'habiter. Mais je précise que ces actes doivent avoir été délivrés au plus tard le 14 août 2013, parce que le Code foncier domanial a abrogé les tests qui permettent de les délivrer. Donc, certains en disposent aujourd'hui, mais on constate que les dates sont postérieures à l'entrée en vigueur du Code foncier domanial, donc ces actes ne sont pas fiables. Mais l'un ou l'autre de ces actes, lorsque c'est régulièrement délivré, peut permettre d'aller au titre foncier. Oui, mais on dit que c'est de plus en plus compliqué de vendre à sa propre parcelle, c'est ce que nous entendons par endroit. Quelles sont les démarches réglementaires et en quoi sont-elles pertinentes au niveau de l'instruction, surtout quand on parle du titre foncier qui aujourd'hui, pour certains, est difficile à avoir? Alors, j'ai commencé par souligner tout à l'heure que la législation foncière domaniale en vigueur précise que désormais pour vendre sa parcelle, il faut avoir soi-même un titre foncier. Alors, c'est juste pour assurer la sécurité du transfert de propriété qui va intervenir. Donc, si j'ai une parcelle que je vais vendre à M. B, il faudrait que je puisse justifier que j'ai des droits
qui ne peuvent pas être contestés après le transfert de propriété. Pour justifier de ces droits incontestables, je dois prouver que j'ai un titre foncier, puisque l'article 112 du Code foncier douanial est clair. En République du Bénin, seul le titre foncier confère la pleine propriété sur les immeubles. Alors, ce qui paraît difficile pour les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on leur dit, vous avez l'habitude de vendre vos parcelles en l'absence de tout acte. Aujourd'hui, vous ne pouvez vendre que lorsque vous justifiez d'un titre foncier. Mais lorsqu'on a entendu ces cris, il y a une réforme en 2025 qui concerne le cadastre. Et cette réforme dit, bon, si vous n'avez pas un titre foncier, tout au moins justifiez de la preuve que vous avez fait enregistrer votre parcelle au cadastre. Et à partir de ce moment, on va vous délivrer un acte qui fait preuve, qui fait la preuve que votre parcelle au cadastre, et à partir de ce acte, vous pouvez vendre en attendant que la procédure de titre foncier puisse aboutir, soit à votre profit, soit au profit de celui qui l'a acheté. Donc, en réalité, il n'y a pas de complications davantage, c'est juste qu'on voudrait faire en sorte qu'il y ait moins de litiges fonciers, moins de contentieux fonciers. Il faudrait que les transferts de propriété s'assurent sur la base des droits incontestables constatés par un titre foncier. Oui. Et que deviennent aujourd'hui les lotissements en cours dans les arrondissements? Alors, je pense que le gouvernement s'en est préoccupé parce qu'il y a une commission qui a travaillé il y a quelques années, qui a recensé tous les lotissements, qui a relevé le niveau de réalisation et les faiblesses, les limites qui ont été notées. Et à cet instant, la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est de dire, bon, il y a les lotissements qui ont été entrepris qui pourront être aboutis, mais il y en a qui sont carrément annulés. Donc, les lotissements aujourd'hui qui sont actifs, ce sont les lotissements que les acteurs sont chargés de faire aboutir. Et donc, c'est vrai, peut-être je comprends la question d'une autre manière. Le Code foncier douanial précise par exemple que pour faire un lotissement, il faut titrer d'abord l'ensemble du périmètre. Aujourd'hui, le grand problème, c'est à ce niveau. C'est-à-dire, nous disons aux acteurs, voilà, le Code foncier douanial s'applique au lotissement en cours parce qu'il y a des dispositions du Code qui disent que les procédures qui sont en cours au moment de son entrée en vigueur sont poursuivies et achevées conformément à ce qu'il a prévu. Donc, nous disons aux acteurs, vous devez, avant de poursuivre les opérations, venir faire la procédure de sécurisation de l'ensemble du périmètre avant de continuer. Donc, nous sommes en pourparlers aujourd'hui avec l'ensemble des communes qui se rapprochent de nous et puis on est en train de chercher ensemble les solutions appropriées pour assurer la sécurité à la base de l'ensemble de ces opérations avant de commencer les recasements. Et à partir de ce moment-là, la personne est recasée sur une parcelle titrée. On va espérer qu'il ne devrait plus y avoir quand même de contestation de ces droits. C'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent diverses formes d'actes, les conventions de vente, les titres fonciers pour ceux qui en ont, et les attestations coutumières, en fait, différents documents que certains ont. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ces documents, ils peuvent prétendre, sans le titre foncier bien évidemment, est-ce qu'ils peuvent prétendre sécuriser cette parcelle? Alors, je le dis avec sincérité, seul le titre foncier confère la pleine propriété. C'est seulement celui qui a un titre foncier qui peut estimer être propriétaire, qui peut estimer être à l'abri de contestation, à l'abri des événements qui peuvent remettre en cause, comment on appelle ça, droits de propriété. Mais je dois préciser que le Code foncier domanial n'a pas manqué de préciser que la décision de justice passée en forme de chose jugée, rendue en matière foncière, est également un titre de propriété. La différence, c'est que la décision de justice a un effet relatif. C'est-à-dire que cette décision n'est opposable qu'entre les parties qui ont été au procès et donc la décision n'est pas opposable à tous. Conséquence, c'est que celui qui a cette décision de justice devrait venir faire la procédure pour avoir un titre foncier. C'est vrai, on peut regretter le fait que les acteurs n'aient pas prévu une procédure simplifiée pour passer de la décision de justice au titre foncier, mais la décision de justice, c'est un titre de propriété, mais n'est pas opposable à tous. Donc, le seul titre de propriété opposable à tous qui emporte la sécurité totale. Nous parlons de l'intangibilité absolue des titres fonciers. On peut revenir sur ces aspects à une autre occasion. Ça, c'est un autre aspect. Voilà, c'est le titre foncier qu'on fait donc cette sécurité totale en matière foncière domaniale. Oui. On sait aussi que l'ANDF travaille beaucoup sur la digitalisation du cadastre. Dites-nous où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, pas seulement sur le cadastre. Le cadastre, l'option qui a été faite au Bénin, c'est un cadastre purement numérique. Donc, il n'y a pas de données manuelles en matière de cadastre au Bénin. Par contre, tous nos process, toutes les opérations foncières telles que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire les prestations de façon générale, ont été dématérialisées pour la plupart et sont déjà sur le service public. Donc, même pour avoir des informations sur un titre foncier, nous appelons l'état descriptif, vous pouvez aller en ligne demander. Même pour demander un titre foncier, vous pouvez faire la demande sur le portail des services publics. L'ensemble de ce que nous fournissons comme prestation, tout a été dématérialisé et donc les demandes peuvent être faites à partir du portail des services publics. C'est vrai que beaucoup de téléspectateurs voudraient déjà savoir sur quel site ils peuvent déjà aller. Vous pouvez leur donner le contact, les détails sur le site sur lequel ils peuvent aller, dématérialiser et faire les procédures de façon beaucoup plus dynamique. Alors, il y a d'abord notre site web andf.bj sur lequel tout le monde peut aller. Il y a également la plateforme cadastre.bj. Les gens peuvent
sur l'autre de ces sites, avoir des informations. Alors, pour tout ce qui concerne les prestations de l'ANDF, c'est sur le site web andf.bj qu'ils peuvent avoir. Tout ce qui concerne la forme du cadastre, les informations préliminaires qu'on peut avoir sur le cadastre, c'est sur cadastre.bj qu'ils peuvent avoir ça. Ouais. Une dernière question très rapidement. Peut-on faire des démarches individuelles pour être inscrit au cadastre ou nécessairement doit-on avoir besoin de spécialistes en la matière? Non. Je précise simplement qu'aujourd'hui, la procédure est tellement simplifiée que pour faire entrer sa parcelle au cadastre, il suffit de s'adresser à un géomètre expert. Les géomètres experts ont été formés pour ça et puis ils conduisent la procédure qui permet donc de faire entrer la parcelle au cadastre. Donc individuellement, oui, je peux décider de faire entrer ma parcelle au cadastre si la zone dans laquelle se trouve la parcelle ne fait pas l'objet d'enregistrement collectif. Ça, on n'a pas parlé de ça. Mais oui, la réponse à votre question, c'est oui. Merci à vous, Hugues Sabadia. Je rappelle que vous êtes le chef de département des affaires juridiques et de la formation à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Restez avec nous pour la suite du journal. Parlons à présent de la célébration de la 31e Journée internationale des droits des femmes à la Haute Cour de justice. Le personnel féminin de cette institution était à l'honneur ce vendredi 13 mars. L'événement conduit par la présidente de l'institution, professeure Dandy Nyamou, est marqué notamment par son message à l'endroit des femmes agents et par des communications suivies de débats. Nous allons suivre. Il est temps, oui, d'être cette révolution, que vous soyez cette révolution, non plus la révolution silencieuse, mais audible, visible et irréversible. Des mots forts du professeur Dandy Nyamou adressés au personnel féminin de la Haute Cour de justice ce vendredi 13 mars lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes par l'institution qu'elle dirige. Selon la présidente, il est temps de rompre avec les stéréotypes et de s'affirmer. Pour vous, chères dames, chaque jour doit être un 8 mars. Mesdames, chaque jour doit être un 8 mars. Chaque jour, vous devez croire en vous. Vraiment. Prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de ce que vous savez. Vos capacités ne sont pas en devenir. Vos capacités sont déjà là. Vos talents ne demandent pas la permission. Ils demandent l'audace. Cherchez l'excellence. Cherchez l'excellence dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque responsabilité. Au cours de cette célébration, un mini-film est projeté en hommage aux femmes agents de la Haute Cour de justice qui sont plus d'une dizaine à occuper des postes de responsabilité. Occasion pour la présidente de l'institution de les inviter à plus d'engagement. Soyez donc des femmes de vision, d'audace, des femmes de la Haute Cour de justice qui osent décider, qui osent assumer. Plus de femmes dans la décision, c'est plus de démocratie, c'est plus de justice et plus de paix. Aussi, Dandy Nyamou invite-t-elle les uns et les autres à faire de cette journée un tournant et non une célébration de plus, mais un acte de courage collectif. Des communications suivies de débats sont prévues au cours de cette célébration des femmes à la Haute Cour de justice. Et c'est par cette belle fête dédiée aux femmes que nous refermons le journal pour ouvrir la deuxième partie de cette émission avec l'invité de la semaine. Monsieur Soumanou Biosero, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de la législation et du contentieux à la LAC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous savons que la LAC a procédé vendredi dernier au tirage au sort de l'ordre de passage des duos candidats pour la campagne médiatique, comme temps pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Comment s'est déroulé le processus? Le processus s'est bien déroulé. Donc la LAC a invité les duos ou les représentants, les journalistes pour venir couvrir l'événement. C'est vrai qu'il y a un duo qui était absent, mais comme dans la pratique, le tirage au sort a eu lieu et l'ordre de passage des messages des candidats a été établi. Oui, on sait qu'un seul représentant des partis politiques était présent. Quelle sera la suite à donner au second camp? Est-ce que le second camp doit repartir parce qu'on a vu entre-temps le premier camp qui a signé le décret de bonne conduite?
Non, les résultats du tirage au sort seront transmis au duo absent par lettre et la programmation des enregistrements et de diffusion des messages seront également transmis à tous les candidats et aux différentes parties prenantes. D'accord. On sait qu'une décision de bonne conduite est élaborée pour permettre aux différentes parties impliquées dans le processus de connaître leurs droits et surtout leurs obligations. D'ailleurs, le député Hassan Seibou a signé cette décision de l'ARAC ce vendredi. Quel est le sens de cet acte? Merci, monsieur le journaliste. En fait, comme vous l'avez dit, ce jour-là, l'ARAC a publié la décision portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection du 12 avril 2026. Cette décision contient des dispositions relatives aux obligations des différentes parties prenantes, à savoir les journalistes, les partis politiques soutenant les candidats et les duos candidats eux-mêmes. En plus de cette décision-là, nous avons prévu une charte de bonne conduite qui en fait prévoit des dispositions et lorsque un candidat signe ou son représentant signe cette charte, cela veut dire qu'il s'engage à adhérer aux différentes dispositions et sa responsabilité morale est engagée. Voilà. Parlons maintenant des dispositions prises par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour garantir une campagne médiatique dénuée de tout dérapage. Commençons par les dates. La campagne médiatique débute le 27 mars 2026 pour le premier tour. Quelles sont les obligations des médias en termes d'enregistrement et de diffusion des messages? Oui, à ce niveau, il faut préciser que pour le premier tour, il y a 2 magazines qui sont prévus au profit des duos candidats. Donc, nous avons un premier magazine dénommé Face à la Nation et un deuxième magazine dénommé En route vers la Marina. Ces 2 magazines seront enregistrés dans les locaux de la Société de radio et télévision du Bénin. Toutefois, pour le magazine Face à la Nation, l'enregistrement peut être fait en dehors des locaux de la SRTB aux frais du candidat, mais le PAD à diffuser doit être forcément validé par la HAC avant diffusion. D'accord. Et en quoi, selon vous, la décision numéro 26003, d'ailleurs qui a été lue ce jour-là, garantit-elle un accès équitable aux médias pour tous les duos de candidats, surtout lorsqu'on sait que les médias de service public n'ont pas les mêmes challenges commerciaux que ceux du privé? Oui, à ce niveau, il faut distinguer 2 situations. D'accord. Nous avons d'un côté les médias du service public et ceux du secteur privé retenus pour participer à la campagne médiatique officielle. À ce niveau, il faut dire que les duos candidats et leurs représentants bénéficient d'un accès égalitaire et gratuit. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les médias privés qui n'ont pas été retenus. À ce niveau, il est demandé à ces médias privés-là d'organiser un accès équilibré à leurs antennes. Donc, ils peuvent faire, par exemple, des contrats avec des partis politiques ou les duos candidats. Et lorsque ils exécutent les programmes prévus dans ce contrat-là, ils ont l'obligation de faire entendre la voix des autres partis politiques ou des candidats qui n'ont pas signé de contrat avec eux. Voilà. Dites-moi, M. Biosiro, un petit doute très rapidement. J'ai lu au niveau de l'article 2 de cette décision que j'ai nommée tout à l'heure, qui met l'accent sur la vigilance et la déontologie. L'ARAC exige, je précise, une plus grande rigueur dans le traitement de l'information. Le métier de journalisme exige déjà rigueur dans le traitement, alors pourquoi une plus grande rigueur? Est-ce à dire que les organes de presse ne faisaient pas bien leur travail? Non, qu'ils vous souviennent, la période de campagne est une période très sensible. Donc la HAC a invité les professionnels des médias à une plus grande rigueur
cela suppose que le travail se faisait avec rigueur, mais nous les invitons à une plus grande rigueur. Mais il faut toutefois noter que dans la corporation, il y a des brebis galeuses qui ne font pas le travail à l'aune des différents tests. C'est inhérent à toute corporation, je crois. Ah ouais. Nous sommes à l'ère du numérique, M. Biosero, et vous savez que l'intelligence artificielle est à portée de main. Certaines personnes en profitent d'ailleurs pour s'ériger en producteurs et distributeurs de fausses informations. Le règlement mentionne spécifiquement l'usage incontrôlé et irresponsable de l'IA. Comment la RAC compte-t-elle surveiller les manipulations de l'information et surtout la viralité des fake news sur le digital aujourd'hui? Oui, en fait, le rôle de la HAC, c'est de réguler les contenus publiés sur les différents médias et autres. Donc, il revient aux professionnels des médias que vous êtes de vérifier l'information avant de la publier. Et comme nous sommes des partenaires, ce que la HAC fait dans ce sens-là, c'est de former les professionnels des médias à la vérification de l'information, ce que nous appelons fact-checking en anglais. Donc, depuis un bon moment, la HAC a organisé et continue d'organiser des sessions de formation aux professionnels des médias afin de leur permettre de pouvoir distinguer la bonne information de la mauvaise. C'est ça. Et de nouveaux organes viennent d'être accrédités par la RAC. Une bonne nouvelle pour ces organes, justement. Ils se sont tous conformés au règlement en vigueur. Est-ce à dire que tous ces organes, aujourd'hui, l'onction et peuvent désormais participer à la campagne médiatique qui s'annonce? Oui. Tous les médias qui ont une autorisation ou qui ont fait la déclaration préalable au niveau de la presse écrite ont la possibilité de participer à la campagne médiatique des élections. Ouais. Et quel est le sort réservé aux organes de presse qui jusque-là ne se sont pas encore mis en règle avec un cahier de charges validé par la RAC? Non, la RAC invite ceux qui sont toujours dans l'irrégularité de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux différents tests. Parce qu'en réalité, lorsque vous n'êtes pas autorisé, lorsque vous êtes un média audiovisuel ou lorsque vous n'avez pas fait la déclaration préalable au niveau de la presse écrite, en principe, vous ne devez pas mener des activités de presse au Bénin. Oui. Dites-moi, quels sont les types de contenus à proscrire dans les productions journalistiques, surtout en cette période de campagne médiatique pour l'élection de 2026? Oui, au cours de cette période de campagne, la décision de campagne invite les professionnels des médias à ne pas publier des sondages d'opinion en rapport avec l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Au niveau de la revue de presse, il ne faut pas relayer les informations publiées par des organes qui n'ont pas une existence légale. Et lorsque vous devez relayer des informations, vous devrez la vérifier par vous-même avant de la relayer. Il ne faut pas diffuser des chansons, des jeux, des spots, des communiqués, des proverbes, des récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine ou à mettre en péril la cohésion nationale ou qui s'attaquent à un candidat ou à un parti politique. Et en cas de propos jugés diffamatoires ou erronés, comment un candidat peut-il exercer son droit de réponse durant la campagne? Oui, il y a le Code de l'information et de la communication en ses articles 133 à 154 qui règle le droit de réponse. Donc, lorsque un parti politique ou un candidat estime qu'une publication lui cause du tort, oui, il saisit le responsable de ce média-là d'un droit de réponse. Et le premier responsable, donc ça peut être le DP lorsqu'il s'agit de la presse écrite ou le directeur de la radio ou de la télévision lorsqu'il s'agit du média audiovisuel. Donc, oui, il faut le saisir par écrit
d'un droit de réponse, il a l'obligation de publier ou de diffuser votre droit de réponse, et ce de façon gratuite. Là, il faut distinguer deux cas. Soit nous sommes dans le cas de la presse écrite, et dans ce cas-là, dans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception du droit de réponse, l'organe est obligé de publier le droit de réponse. Lorsqu'il garde un silence au-delà de 8 jours, la personne incriminée a la possibilité de saisir le président du tribunal territorialement compétent pour qu'il fasse injonction aux responsables de l'organe de presse pour publier le droit de réponse. Maintenant, en matière de l'audiovisuel, lorsque le responsable de l'organe du média audiovisuel reçoit le droit de réponse, il a l'obligation de le publier dans les 48 heures qui suivent. Lorsqu'il garde le silence au-delà de 4 jours, la personne incriminée a le droit de saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur son droit. Ouais. Nous savons que le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas, le 12 avril bien évidemment. Quelles sont les obligations des médias entre la fermeture des bureaux de vote et la proclamation des résultats par la Sénat concernant la source des chiffres publiés? Oui, avant la fermeture du dernier bureau de vote, les professionnels des médias n'ont pas le droit de publier les résultats. Mais juste après la fermeture du dernier bureau de vote, les professionnels des médias ont la faculté de publier les résultats avec l'obligation de préciser la source et d'indiquer que ces résultats-là sont partiels et provisoires. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et un message très rapidement aux partis politiques et aux professionnels des médias. Oui, à l'endroit des partis politiques, je voudrais les inviter à délivrer des messages de paix. Il s'agit d'une campagne électorale. Il ne faut pas attaquer ses adversaires, mais délivrer des messages de paix qui invitent la population à voter pour eux. À l'endroit des professionnels des médias, il faut faire le travail à l'aune des différents tests. Donc, vérifier les informations avant de les publier, faire preuve d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Merci à vous, M. Soumano Biosiro. Je rappelle que vous êtes le directeur de la législation et du contentieux à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Merci pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. On se retrouve dans un instant. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire, l'essentiel de l'information avec les publications parues dans la semaine et au sujet de la démission de l'ex-président du Parti Les Démocrates. Fraternité pointait que Boni Yayi confirme son départ de la présidence du parti. Durant les discussions, les émissaires ont plaidé pour son maintien, rappelant l'influence qu'il exerce encore au sein de la formation politique et le rôle qu'il continue de jouer dans son organisation. Mais, selon des informations concordantes, Boni Yayi est resté ferme sur sa position. L'ancien président du parti a confirmé qu'il maintenait sa démission et qu'il n'envisageait pas de revenir sur cette décision malgré les appels à la reconsidérer. Boni Yayi ne fera pas marche arrière, insistait le journal. Pour la presse du jour, la classe politique béninoise se rajeunit.
elle se débarrasse progressivement de ses baobabs. Le dernier des cadors, Boni Yayi, vient de jeter l'éponge. Son parti a rejeté sa démission et a souhaité l'avoir toujours à ses côtés, mais c'est raté. Il dit non à la délégation du parti qu'il a rencontrée à Tchaourou. Yayi, visiblement, veut s'occuper de lui-même, veut se donner du temps pour préserver sa santé. Pour le journal, la génération de la Conférence nationale des forces vives de la nation s'éclipse progressivement au profit de la nouvelle garde. L'avenir politique appartiendra désormais aux actuels animateurs des partis politiques, très jeunes. Pour la plupart, le challenge soulignait, lui, que c'est évident que Boni Yayi demeure un acteur incontournable de la scène politique au Bénin, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut penser à la relève pour ainsi redynamiser ce parti politique qui a besoin d'un nouveau souffle. Et parlant de la prochaine présidentielle, la presse du jour indiquait qu'elle opposera principalement Romuald Wadagne et Paul Hongpe, et alors que d'aucuns pensent que les jeux sont déjà joués en faveur du candidat de la majorité présidentielle, du côté de la force Kori pour un Bénin émergent, on croit crânement aux forces du parti de l'opposition de remporter le scrutin. Le matinal relevait que dans les rangs de ce second duo, la ferveur habituellement associée à une élection présidentielle peine à se manifester. Les activités politiques se limitent pour l'essentiel à quelques interventions ponctuelles du candidat et à des contacts sporadiques avec des acteurs politiques dont la capacité de mobilisation électorale reste modeste. Et à un mois de ce scrutin, Fraternité notait qu'à l'approche de cette échéance fixée au 12 avril prochain et qui oppose deux candidats, l'animation de la scène politique ne provient pas encore des partis politiques eux-mêmes. Sur le terrain, ce sont surtout les mouvements politiques, pour la plupart non affiliés officiellement à des formations partisanes, qui multiplient les activités et occupent l'espace public. Seulement, à ce rythme, déduisait le journal, les mouvements auront plus d'emprise sur l'électorat que les partis politiques à qui le constituant a pourtant dévolu ce rôle. En attendant le 12 avril, dans les prochains jours, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'entre les mouvements et les partis politiques, ce serait à qui mieux soutiendra son candidat. Et puis le Progrès informait qu'au lendemain de l'attaque terroriste contre une position militaire dans le nord du Bénin, le gouvernement a réagi par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Ngbeji, a salué le sacrifice des forces armées béninoises et invité les citoyens à soutenir l'effort de sécurité nationale. Le porte-parole du gouvernement a ensuite tenu à saluer l'engagement des soldats déployés sur le terrain. Il faut les féliciter, les encourager pour les sacrifices inestimables qu'elles, les forces armées, font afin de préserver l'intégrité de notre territoire et de contribuer à nous garantir la sécurité, même si, comme quoi, notre sécurité individuelle et collective est l'œuvre de chacun d'entre nous tous en tant que citoyens, a-t-il affirmé. Avec la nation, on lisait que dans la continuité de sa politique de modernisation du système éducatif, le gouvernement béninois a annoncé le mercredi 11 mars la contractualisation pour la construction du lycée scientifique de Porto Novo et de l'école normale supérieure de Parakou. Cette décision marque un nouveau jalon dans le vaste programme de construction et de réhabilitation des lycées scientifiques et des écoles professionnelles du pays. En augmentant l'offre éducative dans les sciences et la formation professionnelle, le Bénin se dote d'un capital humain capable de soutenir l'innovation, la recherche et le développement industriel du pays. L'objectif est de former une génération de jeunes compétents capables de répondre aux défis technologiques et économiques du XXIe siècle et de contribuer activement au développement durable du pays. Dans les colonnes du journal Le Progrès, on peut lire que le Bénin a officiellement donné le coup d'envoi des activités marquant la 31e édition de la Journée internationale des droits des femmes à travers une cérémonie organisée sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. L'événement s'est tenu en présence de Mariam Tchabita Lata,
vice-présidente de la République, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d'autres de la société civile. Et pendant que l'économiste du Bénin parlait du pari béninois pour une industrialisation à visage humain dans le contexte des zones économiques spécialisées et financement de marché, la nation pointait que l'objectif global du ministère en charge de l'industrie sur la période 2026-2028 est de favoriser l'émergence des entreprises industrielles et le développement des entreprises commerciales valorisant les produits locaux pour soutenir la diversification économique et la promotion du Made in Bénin. À l'horizon 2030, l'ambition sectorielle est de produire localement en quantité et en qualité des biens manufacturés compétitifs, mais issus d'entreprises à la pointe de la technologie, capables de renforcer la présence du Bénin sur les marchés régionaux et internationaux, souligne le document de programmation pluriannuelle des dépenses 2026-2028. L'industrialisation n'est plus seulement un discours politique, mais un axe budgétaire prioritaire. Reste désormais à transformer cet effort en résultats tangibles: création d'emplois industriels formels, progression de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut et augmentation des exportations des produits transformés. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. L'instant décryptage sur le plateau du grand format de ce dimanche 15 mars 2026. Il est déjà avec nous, Pascal Agondé. Bonjour. Bonjour Ulrich et bonjour à nos Vous êtes journaliste au quotidien La Nation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir, cher confrère. On sait, nous allons parler tout de suite du Parti des démocrates. On sait que Boliaï est carrément l'homme autour de qui tourne ce parti. Le voilà parti. Éric Rondeté le replace. Aura-t-il les épaules assez larges pour maintenir surtout l'unité ou assistera-t-on à une implosion des démocrates? Alors, Éric Rondeté a une solide expérience politique pour diriger ce parti. Et les facteurs qui militent en faveur d'un tel choix sont d'abord sa légitimité, et je dirais également son expérience, et en plus de cela, le contexte de l'intérim. Comme vous le savez, c'est quand même un député de longue expérience. Depuis de 2003 à 2019, il a été député et il connaît assez bien les rouages politiques. Même si dernièrement, il y a eu beaucoup de controverses sur sa personne, je pense qu'il a quand même l'expérience. Et dans le lot des barons de ce parti, il est peut-être le mieux habilité à le faire. Qu'il vous souvienne qu'il en a d'ailleurs été le premier président. C'est l'un des membres fondateurs du Parti des démocrates en 2020. Et il en a été le premier président jusqu'au retour de Boni Yayi en 2023. Et je pense que Boni Yayi était un peu comme un joker de luxe. Vu les échéances électorales qui arrivent, le parti s'est doté de ce joker de luxe. Là, bon, on a perdu le joker de luxe. Il faut continuer à exister. Et c'est d'ailleurs là qu'on verra si effectivement c'était un parti de circonstance, simplement pour renverser un régime, ou si c'est un parti qui entend défendre quand même des valeurs et contribuer efficacement à la vie politique du pays. Et je pense quand même que pour son expérience, sa longue expérience, et pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, il est quand même un candidat sérieux pour cet intérim. Le contexte de l'intérim, comme je le disais, c'est un contexte qui lui est favorable. Vous savez que pour la présidentielle, le Parti des démocrates n'a pas pu faire, je dirais, unanimité autour d'un candidat, puisque son nom était cité également, et d'une façon ou d'une autre, il était un peu comme le bouc émissaire de l'implosion après. Donc je pense que il est quand même, il a une certaine légitimité. Oui. Voilà, une certaine légitimité dans ce parti. Pour beaucoup, c'est celui qu'on aurait dû choisir
voilà, pour porter la voix des démocrates à la présidentielle. Donc c'est un retour quand même sur la scène d'un grand du parti, de celui qu'on aurait espéré peut-être voir passer le cap de la présidentielle avec le candidat de la mouvance. Oui, mais il est président intérimaire et cet intérim de 3 mois semble quand même très court. Est-ce une période de transition réelle ou une manœuvre pour gagner du temps en attendant de trouver un consensus réel sur un successeur définitif? Je pense que, vous savez, la nomination d'un président de façon définitive ne peut que se faire qu'au sorti d'un conseil national. Oui. Organiser un conseil national tout de suite, cela ne paraît pas assez, je dirais, opportun. Moi, je pense que la carte de l'intérim est la meilleure. C'est à lui qu'est confiée désormais l'organisation de ce conseil-là dans 3 ans, parce que c'est lui qui pourra organiser ce conseil-là dans 3 mois du moins. Et c'est à lui, d'une façon ou d'une autre, qu'est confiée la lourde mission de tenir le parti et de maintenir ce parti-là qui est en train vraiment de connaître une grave crise d'implosion. Je pense que là, un défi de leadership, de consensus à faire. Et c'est peut-être la meilleure figure pour arriver à faire à relever ce défi. Vous voyez, il y a d'autres personnes dans le parti, d'autres mastodontes bien sûr, mais en termes de légitimité et vu un peu les défis qui attendent quand même ce parti, il fallait quelqu'un qui puisse quand même un peu faire consensus et qui puisse tenir un peu le parti, maintenir la stabilité. Garder la cohésion du parti. Voilà. Oui, mais dites-moi, sans député, sans candidat à la présidentielle, quel levier politique reste-t-il concrètement au Parti Les Démocrates pour peser sur le débat national d'ici 2026, alors encore qu'on sait que juste après les élections, la trêve politique entrera en vigueur? Alors je pense que le levier, ils ont commencé à l'actionner à partir même du moment où ils prennent la décision de s'ouvrir davantage aux autres tendances politiques, d'écouter ne serait-ce que les autres tendances politiques afin peut-être de changer d'orientation. Il me plaît de citer une de leurs phrases qui a sanctionné les assises, c'est qu'ils parlent d'orientations qui sont guidées par le contexte actuel. Donc ils sont obligés de tenir compte de la réalité. Ma foi, vous savez, ils ont tout perdu pratiquement. Quand je parle de tout perdu, bien sûr, en termes d'élus, ils n'ont pas d'élus et ils vont bientôt se retrouver dans un contexte où ils seront contraints de respecter une sorte d'omerta politique. Pendant 6 ans, une trêve politique. Ils ne pourront pas parler pendant 6 ans. Et quand vous êtes un parti politique et que vous voulez survivre, vous devez forcément changer les stratégies et voir comment est-ce que vous pouvez vous repositionner, ne serait-ce que pour survivre et continuer à faire résister ce parti-là. Donc je pense que c'est déjà une ouverture, cette décision-là, de pouvoir écouter les candidats pour la prochaine présidentielle. Et c'est le levier principal qu'ils ont. C'est la négociation, c'est le dialogue. Un dialogue qu'hier, ils avaient refusé. Il est important de le souligner. Parce qu'ils étaient restés dans une posture radicale. C'est un dialogue qu'ils n'avaient jamais envisagé. Mais aujourd'hui, ce dialogue devient peut-être le seul levier qui puisse leur permettre de subsister. Oui, vous parlez de changement de stratégie, justement, de nombreux bruits courent actuellement sur un probable rapprochement entre les partis politiques LD et FCBE de Paul Ronquet. Ce rapprochement semblait indispensable, impensable il y a encore 2 ans. Est-ce l'instinct de survie qui dicte aujourd'hui cet agenda ou y a-t-il une médiation souterraine que nous ne voyons peut-être pas? Ben, je pense que c'est d'abord un instinct de survie. Pourquoi? Vu le contexte politique. Mais quand même, c'est un parti politique à part entière. Bien sûr, Moël Béné est un parti politique à part entière qui a continué à subsister malgré le fait qu'il n'ait jamais eu d'élu. Donc je pense que le défi est possible. Sauf que nous nous trouvons dans un cas où nous sommes avec un parti d'opposition. Et ils ont compris que s'ils ne prennent pas très vite un bon virage, ils vont devoir, même s'ils existent, essayer de rester discret, le plus discret possible pendant 6 ans, sous des peines, parce que c'est sous des sanctions. Il faut préciser que c'est la loi fondamentale qui désormais institue cette trêve politique-là. Cela veut dire qu'ils ont compris que désormais, s'ils ne prennent pas, s'ils ne changent pas de stratégie, ils risqueraient de se trouver simplement et purement hors d'état de nuire.
Pendant 6 ans, carrément. Oui, mais comment un électeur radical du Parti des démocrates peut-il accepter de voter aujourd'hui pour le duo le duo Rouanou, sur ce duo sur lequel il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au niveau du Parti des démocrates? Écoutez, la politique a toujours été invraisemblable pour les néophytes, mais nous savons qu'en politique, on ne dit jamais jamais. C'est peut-être là l'erreur aussi des démocrates qui, à un moment donné, ont été suffisamment radicales pour ne pas ouvrir assez tôt. Ils auraient peut-être ouvert cette branche-là, cette volonté de dialoguer, ils auraient peut-être manifesté cela plus tôt et le résultat aurait peut-être, j'ajoute peut-être, aurait été peut-être autre. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils se retrouvent au pied du mur, obligés de dialoguer, de négocier, puisque les thèmes doivent être clairs, obligés quand même de se sentir un peu, je dirais, pas redevable, mais de pouvoir établir une sorte de coopération avec un parti qu'ils rejetaient et qui était considéré comme, je dirais, une opposition nébuleuse, qui était souvent dans les compromissions. Et d'ailleurs, pour la plupart des personnes, pour la plupart des militants, ce n'est pas simplement les cadres du parti qui le pensaient, mais pour la plupart des militants et pour le citoyen lambda, on s'est toujours dit que le parti FCBE est une opposition factice, une opposition peut-être mirobolante, mais que dans les faits, l'opposition est effectivement incarnée par les démocrates. Aujourd'hui, ces démocrates se trouvent avoir besoin d'une façon ou d'une autre, du parti FCBE. Et je pense que les militants, s'ils sont dans la même veine que le parti, doivent comprendre que c'est l'instinct de survie qui amène désormais à ouvrir le dialogue. C'est dialoguer ou périr. Ouais. Dans cette éventuelle alliance, qui a le plus besoin de l'autre? La FCBE pour sa légitimité d'opposant ou les démocrates pour ne pas disparaître quand vous parlez de survie? Ah ben, c'est vice-versa. Je pense qu'au moment où nous parlons, le parti FCBE jouit malheureusement d'une triste réputation. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce que c'est le parti qui présente désormais une alternative par rapport à la mouvance. Et malheureusement, pour l'entendement commun, c'est le parti qui aura peut-être, entre griffes, trahi ses origines. C'est le parti qui aura eu des compromissions avec la mouvance. C'est le parti qui a pu faire un accord de gouvernance. Donc c'est un parti qui n'est pas autant vu comme l'opposition que le serait le Parti des démocrates. Alors, quand vous faites venir à vous quelqu'un qui quand même a une certaine légitimité, c'est que vous cherchez vous-même à gagner un peu de légitimité. Imaginez que le Parti des démocrates finisse par épouser, je dirais, ou d'une manière ou d'une autre, finisse par coopérer avec le parti FCBE sur le terrain de la campagne. Ce sera un message commun. L'opposition est désormais incarnée par Paul Rompé et son colistier. Cela paraît vraiment invraisemblable et c'est difficile pour un militant convaincu du Parti les démocrates de faire ce virage-là. Mais si le virage a été fait au plus haut niveau du parti, je pense qu'il appartiendra au parti de sensibiliser, remobiliser sa troupe et de leur dire, mais écoutez, nous avons perdu les armes, mais nous avons la légitimité. Eux, ils n'ont pas de la légitimité, mais ils ont les armes. Ils ont les armes. Donc, autant s'allier pour qu'ensemble, on fasse peut-être un résultat honorable. Qui sait? Peut-être que la chance tournera de leur côté devant le mastodonte que représente la mouvance. Vous l'avez bien dit, nous allons passer au troisième sujet à présent. Nous allons parler santé, bien évidemment. Verdict de l'incident au CHD Ouémé est tombé. 24 mois de prison, dont 12 fermes pour les 3 prévenus poursuivis pour homicide involontaire. 5 millions de réparation, 200 000 d'amende, le franc symbolique pour l'INF. Tel est le verdict prononcé ce mercredi 11 mars 2026 par le tribunal de première instance, de première classe de Porto Novo dans l'affaire décès d'une parturiente au CHD Ouémé suite à la césarienne pratiquée le 17 décembre 2025. Dites-moi, Pascal, ce verdict est-il un signal fort envoyé pour mettre fin à l'impunité dans nos hôpitaux ou craignez-vous qu'il ne s'agisse que d'une condamnation pour l'exemple sans s'attaquer aux causes structurelles? Je pense que c'est sincèrement un message fort. Cette condamnation, ce verdict, il s'agit de régler un problème essentiel, mais de le régler peut-être d'une autre manière, partiellement. Montrer tout au moins que la responsabilité désormais des agents de santé est engagée. Lorsque l'on remarque qu'il y a eu des erreurs médicales, des erreurs qui ont fait coûter la vie à un patient. Je pense que d'une façon ou d'une autre, le message était d'abord de rassurer
les populations de ce que l'État n'est pas indifférent à leur peine et aux déboires auxquels elles sont très souvent confrontées lorsqu'elles vont dans les centres de santé, surtout les centres de santé publics, où l'on dit souvent qu'il y a un défaut de sérieux. Je pense que l'État donne un message pour également apporter aux agents de santé ce que je peux appeler un peu comme le gendarme dans leur vie, dans leur profession. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut lire cette décision. Maintenant, que cette décision règle tous les problèmes, certainement pas, parce qu'il y a des problèmes qui vont plus loin. Quand le plateau technique n'est pas forcément ce qu'il est et que les médecins n'ont pas forcément tous les outils qu'il faut pour pouvoir faire face aux cas les plus graves. Et comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Parce que vous savez, il y a de ces cas. La césarienne, je suis sûr, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour ces agents-là. Je suis sûr qu'ils ont eu déjà à en faire. Mais peut-être que c'était un cas compliqué et que le plateau n'était pas forcément adapté. Donc, il faut également courir encore vers ce que je peux appeler une perestroïka du secteur sanitaire et revoir encore beaucoup de choses dans ce secteur-là, apporter les équipements qu'il faut. Vous savez, même l'homme le plus excellent, si vous lui mettez en main un équipement, je dirais, défectueux ou qui n'est pas assez compétent pour faire le travail, il ne pourra rien faire, même avec toute la science qu'il a. Et vice-versa, même quand vous avez l'instrument le plus adapté et que vous n'avez pas la bonne personne, c'est que vous n'aurez pas le résultat qu'il faut. Je pense que le travail doit continuer à se faire. C'est vrai que depuis un certain temps, on sent qu'il y a quand même une politique d'équipement des infrastructures sanitaires, qui a certainement une politique également de couverture sanitaire générale et que le gouvernement n'a pas laissé en rade de son plan d'action, de son programme d'action gouvernemental, le volet santé. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, mais aujourd'hui, il faut vraiment se rapprocher de ces centres qui sont également des centres communautaires, des centres de proximité. Vous savez, on a le chic, tout le monde ne peut pas aller au chic. On a peut-être des hôpitaux de référence, tout le monde ne peut peut-être pas aller là-bas. Mais nos centres de santé que nous avons à proximité et qui accueillent le plus grand nombre de personnes, il faut également s'inquiéter de ce que le plateau soit adéquat et leur permettre tout au moins de faire le nécessaire et quand il est besoin de faire un référencement rapide et des centres qui sont plus aguerris. Oui, on parle de plus en plus de gouvernance axée sur la sécurité du patient. Dans un contexte de manque de moyens et de plateaux techniques, cette notion n'est-elle pas simplement un luxe face à la réalité du terrain? Bien sûr, comme je le disais tantôt, vous avez beau avoir les meilleures politiques au monde et tant que vous n'avez pas un plateau technique adéquat, tant que vous n'avez pas des agents de santé bien formés, les bonnes personnes aux bonnes places, vous aurez toujours des problèmes. Malgré l'intention, c'est bien de dire que l'on vise telle ou telle chose à l'horizon 2060 ou à l'horizon 2030, mais le plus important reste les équipements. Des équipements de qualité, du personnel de qualité pour un travail finalement de qualité. Donc c'est une chaîne et lorsqu'il y a un maillon qui manque à la chaîne, forcément il y a un déséquilibre. Ce ne serait que luxe que d'envisager avoir un secteur sanitaire, je dirais, assez performant au Bénin si l'on ne s'attaque pas aux racines profondes, si l'on ne s'attaque pas à comment faire pour davantage équiper nos centres de santé. Mais je le précise, un effort est fait. Vous savez, ces questions sont des questions, je dirais, programmatiques. On ne peut pas tout régler d'un seul coup. Absolument. Des efforts sont faits, il y a quand même une vision derrière. On sent qu'il y a également le souci de bien former les agents de santé, il y a le souci d'équiper les hôpitaux, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'était encore suffisamment fait. Il faut que le gouvernement puisse voir comment faire pour que les centres de santé qui sont les plus fréquentés par les populations les plus démunies, les plus défavorisées, ceux-là qui ne peuvent pas aller là où il y a les meilleurs plateaux techniques, que ces centres de santé aient les moyens qu'il faut pour pouvoir gérer les cas les plus usuels et au besoin aient à leur proximité, je dirais, toute la logistique qu'il faut pour un transfert ou un référencement rapide vers des hôpitaux plus agréés. Ouais. Vous l'avez souligné tout à l'heure en filigrane, sans développer, mais moi j'aimerais bien aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet, sur le climat social hospitalier. Ne risque-t-on pas de voir apparaître d'ici peu une médecine défensive où les praticiens évitent les cas complexes par peur du juge? Bien évidemment, même si je pense que d'une façon ou d'une autre, les médecins également sont sous serment. C'est le serment d'Hippocrate, je pense. Ouais, sont sous serment. Et quand vous êtes sous serment, je pense que vous avez le premier juge
c'est votre conscience. Le premier gendarme, c'est votre conscience. Lorsque vous savez que vous pouvez sauver une vie et que vous avez simplement peur du moins de perdre un poste ou de mal faire, je pense que vous exposez cette vie-là. D'une façon ou d'une autre, le médecin, lorsqu'il se trouve devant un cas complexe, doit faire appel à toute sa science et lorsque ça le dépasse, doit essayer de faire en sorte que ce client-là soit pris en charge par les voies les plus autorisées. Il ne s'agit pas de fuir sa responsabilité parce qu'on a peur du gendarme qu'est la justice. La justice ne vient pas, je dirais, comme un oppresseur, mais non, la justice vient peut-être pour équilibrer les choses, comme on le dit davantage et beaucoup plus. Aujourd'hui, la justice doit se voir un peu comme ce moteur-là qui vient apporter à la société un certain équilibre, qui vient nous rappeler que nous avons tous une responsabilité l'un à l'égard de l'autre. C'est vrai, avec des punitions de ce genre-là, les agents de santé peuvent craindre davantage dans l'exercice de leur profession et peuvent avoir peur de gérer des cas qui sont difficiles, mais cela ne devrait pas être le cas, puisqu'ils savent, ils connaissent les risques qu'il y a dans leur métier. Il n'y a pas de métier sans risque. Eux, ils connaissent davantage les risques qu'il y a dans leur métier et c'est la vie humaine. Et je pense qu'ils sont formés pour gérer ces risques-là. Il leur appartient de faire preuve de professionnalisme et quand cela les dépasse, de faire ce qu'il y a à faire et de le faire à temps. Merci à vous, Pascal Agaounde, pour vos analyses. Bon dimanche à vous. Merci, Louis. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à la dernière ligne droite de cette émission, l'artiste de la semaine. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. Il est de ces artistes dont la guitare ne se contente pas de jouer des notes, elle raconte des exils, des retrouvailles et des prières. Véritable fils du vent, il a su marier l'artiste que nous recevons bien évidemment. Il a su marier la poussière des pistes de Cotonou aujourd'hui asphaltées au bitume de l'Europe pour forger un son unique, l'afro blues. Ancien pilier du collectif Jaya, aujourd'hui guitariste virtuose au jeu possédé, il revient nous hanter de la plus belle des manières d'ailleurs avec son 3e album Ibeji. Entre tradition yoruba, ferveur, fond et groove électrique, il est le pont vivant entre nos racines et l'infini. C'est un immense honneur de recevoir sur ce plateau l'enfant prodige du Bénin et du Togo, le généreux, l'incomparable Tchali.
Banda goye manyuebo chedo melio mani roto oelo ai lome bojo hodo Jija ho eribo miakple lufi nde plea bowe minano bojalado Hake yena fala bodozo bododanumwe mavo anohendo takaka sinzumewa iye uponsedo Banda goye manyuebo chedo medio miani roto muelo hailome gojo hodo Ai size wini lero beba bo anu do poe ani wana soba mile na iwanu minozo eba nu zizi Banda goye manweje che do melia vani roto oelo hai lome bojo hodo Hawasabe wa mokolo velo paji Moda koro mera bebele We viero sabera nawamo Nube mawababa Voilà, comme vous le constatez, il est déjà confortablement installé sur le plateau Tchalé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Mr. Ulrich Gaba. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Tchalé, tu es autodidacte. Comment une simple guitare et le son de B.B. King ont-ils pu changer le destin d'un jeune garçon de Cotonou comme toi? Vous savez, bonjour déjà à tous les téléspectateurs et à toute l'équipe qui est derrière ce plateau. Et je les remercie énormément. Vous savez, quand la passion dévance tout, après on ne contrôle plus. Ça a commencé très longtemps, mais nos parents le voyaient pas. Ou ils le voyaient ou ils voulaient pas que ça se passe. Ou l'acceptaient pas peut-être. Ils l'acceptaient pas. Et on a vu dans le passé des parents qui refusaient à leurs enfants de jouer au football. Et quand vous jouez au football, vous revenez à la maison, on vous chicote proprement. Mais aujourd'hui, des parents disent aux enfants, allez jouer. Parce qu'on sait que maintenant, il y a de l'argent dedans. C'est ça, au fait. Donc, on a vécu ces moments-là, mais on était des rebelles. D'accord. Parce qu'à un certain moment donné, on s'est dit, pour y arriver, il faut quitter la maison. Donc, on a quitté la maison, on était dans Cotonou, mais il faut quitter la maison. Ça me rappelle un autre chanteur qui fait aussi de la même musique, qui est dans la même gamme comme vous, qui a chanté quelque chose. John Akadus. Ah oui, voilà. Coucou à toi. Du coup, ça s'est passé comme ça. Du coup, voilà, c'est l'aventure, quoi. Et petit à petit, on a connu des expériences, des hauts et des bas. Ouais. On avait déjà tout quand on était tout petit. On a joué le kalita, on a été dans des petits groupes de percussion dans des maisons. Dans kalita, vous jouez quel rôle? Le danseur, moi, j'ai tout fait. Ou plutôt celui qui gagne de l'argent? Moi, j'ai tout...
Je ne sais pas garder l'argent. heureusement, je ne sais pas garder l'argent. Mais parce qu'on sait qu'à la fin, souvent, il y a des disputes. Il y a même des coups de poing qui tombent par endroit. Exactement. L'autre dit, j'ai dansé tout le temps, vous avez encaissé, et vous me donnez juste quelques miettes. Exactement, on a connu ça. Mais moi, j'ai tout fait dans Kalita. Hein. J'ai été, au départ, celui qui portait les tam-tams. Après, j'ai dansé, je mettais les masques et, au plus haut niveau. Après, je suis devenu un grand percussionniste, je jouais. Et après, je dirigeais. Il y a eu plusieurs étapes dans cette histoire. Mais c'est une grande histoire parce que tout était là, au fait. On avait le rythme, on avait les chants, on chantait, on écrivait les chants sur le moment. Et c'était quand même une très très belle expérience, ce qui nous donne aujourd'hui une force d'écrire des chansons, une force de voler dans notre univers musical. Ouais. Voilà. Vous vivez en France depuis 2005. Qu'est-ce que l'exil a apporté à votre groupe que l'Afrique ne vous aurait pas donné peut-être? Vous savez, quand vous allez même dans un petit pays, vous apprenez et vous donnez aussi. L'exil, l'Europe m'a donné énormément, beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de citer ici, mais musicalement, j'ai appris le langage quand même, le langage musical, on va dire professionnel. Ce langage, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça veut dire que je peux discuter avec n'importe quel musicien, n'importe où. Et je peux aussi être sur scène avec plusieurs musiciens sur n'importe quelle scène. Donc après, j'ai essayé d'approfondir un peu tout ce que j'avais déjà embarqué d'ici, qui est le conservatoire, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait plein de petits groupes. J'ai appris énormément de choses. Donc c'est bien de voyager. Celui qui voyage a plein d'histoires à raconter. Il découvre d'autres horizons. Exactement. Il découvre beaucoup d'autres choses. Exactement. Et justement, quand vous dites que vous avez beaucoup appris, vous avez partagé la scène avec des légendes comme Manu Dibango, Femi Kuti. Exactement. Quelle est la leçon la plus importante apprise à leur côté? Ben, déjà, quand on était Manu Dibango, Fela Kuti, déjà on était très jeunes et déjà on vénérait ces artistes, ces grands. C'est la fière de la musique, hein? Exactement. Ouais. Et être sur scène avec Manu Dibango, déjà faire la première partie de Manu Dibango, c'est quelque chose, je dis waouh, comment je suis arrivé là, vous voyez? Donc, tu vois le mec sur scène qui dégage la référence qui dégage énormément de choses. Et là, après, à la fin de son concert, je suis allé, j'ai dit, grand, franchement, merci pour tout ce que vous faites, vous avez fait pour la musique africaine, pour ne pas dire la musique du monde en général. Du monde en général. C'est des expériences très, c'est inoubliable parce que tu vois le professionnalisme, tu apprends, même avec les musiciens qui jouent avec lui, tu vois le professionnalisme, la dynamisme de l'artiste et du groupe. La bonne touche. Exactement, qui est sur scène. Donc, franchement, pour moi, c'est des expériences qui m'ont fait vraiment grandir encore et encore, quoi. Ouais. Je sais que vous avez également joué avec beaucoup d'autres artistes, je ne peux même pas les citer, mais nous allons voir un artiste avec qui vous avez fait quelque chose. Nous allons suivre très rapidement. But be lo
not follow baby man. Boy, as a man, look boy. It took boy, my ball, no back. Oh, when I sit on, Egoro Jawa, 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 Mereba o, Egoro Jawa, Mereba o, Egoro Jawa, Mereba o. Where do I do? Where do I do? Hey, I wanna do a folly. Where do I do? Where do I do? Etias mo beke joke beke wo indie. Navi amba etias. Me se etenda suma. And one in bia oh aso. Navi me se enganze. Edweke sene eri akwas madi anwa chon 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 chon. Glama ye do a folly. Na eleng bo folly. Pasu kwa ngebe oh. Mama nyane kuyo. Glama ye do a folly. Adima kenyazi. Pasu kwa bweyele. Mama nyane kuyo. Egoro Jawa. Egoro Jawa. Egoro Jawa. Egoro Jawa. Voilà, vous l'avez vu l'artiste dont je parlais tout à l'heure. Yeah, ça c'est une grande surprise parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais bon, c'est évident. Ici, nous surprenons toujours nos artistes. C'est évident, mais bon, je ne m'attendais pas vraiment. Alors, c'est quoi l'histoire, ou du moins, c'est la petite histoire derrière cette combinaison Mewé Tchale? C'est une grande histoire de ma vie artistique, musicale, que je salue d'ailleurs. Je salue cette combinaison et je salue le grand professeur Awolowo, mais oui, qui est quand même à part le monde artistique professionnel dont depuis très longtemps on sait que ce mec, la manière dont il travaille, il est très professionnel et il a un côté très humain aussi que les gens peut-être ne pourront pas imaginer s'ils s'approchent pas de lui, mais c'est difficile de s'approcher de ces grands noms. Mais oui, je l'ai toujours suivi depuis très très longtemps. Quand on était encore musicien, j'accompagnais Jonas Pedro à l'époque avec les enfants de Jonas Pedro. Et du coup, ça nous faisait arriver dans la tête de faire Gazoduc. Gazoduc, c'était un chemin comme les Zoblazo, les Zogangs, tu vois. C'est un peu dans cette idée-là qu'on est parti avec paix à son âme, Kwame Mensah, voilà, et qui était vraiment le directeur artistique de ce projet. Donc nous on a suivi beaucoup Mewé parce qu'on l'adore, parce qu'il y a un travail dans ce qu'il fait, il y a un gros travail dans ce qu'il fait. Du coup, j'étais à Paris, un ami m'a appelé, Amen Viana, qui est le guitariste de Angelique Kidjo, qui me dit je sors mon album, nanani. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais je lui ai fait la surprise et Amen. Je suis là et on était dans les lots et du coup je vois Mewé qui débarque comme ça. J'ai dit mais grand, franchement, tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais d'être dans cette loge-là. Est-ce que tu te rappelles le jour dans un concert à Cotonou, je me rappelle plus vraiment la date, et que ton entrée sur scène, c'était un hélicoptère qui te descend sur la scène directe. Il me fait wow, tu étais là. J'ai dit ouais grand, j'étais là et j'ai adoré. Et c'est ça a commencé là. Et une anecdote avec Mewé, quand Amen faisait son concert, on était passé au bar et je dis mais grand, qu'est-ce que tu veux boire? Un jus de fruits, ok. Moi j'ai pris aussi ma boisson et je voulais payer. Il m'a dit non, toi tu viens du sud, nous on est de Paris, donc c'est nous qui te recevons. Wow. Et là, j'ai dit ça c'est quelqu'un. Et on a échangé de numéros. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, je l'ai appelé. Je dis franchement, j'ai un morceau et j'aimerais que... Voilà. Et il me dit un featuring.
Ok. Envoie le morceau et je vais voir si nos deux voix se concordent. Ça, c'est le français qu'il a parlé. D'accord. Et je lui ai envoyé le morceau avec... bon, moi, j'étais dans mon coin un peu réticent. Ouais, un peu... J'ai dit, putain... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Voilà. Est-ce qu'il va me lâcher? Exactement. Voilà, en plus, ce morceau, Wedou Wedou, c'est pas de cette manière-là qu'on le jouait sur scène. Il y a même 5 ans en arrière. D'accord. Du coup, c'est mon bassiste Manu Fala, que je salue au passage, qui me dit, on le fait un peu afro, on le fait un peu machin. Je dis, ah ouais, on y va. Je dis, mais si j'enregistre ça, il faut que j'appelle quelqu'un. Il dit qui? Je dis, le grand Mewe. Il dit, ah ouais, ça va être génial. Et c'est comme ça qu'on est parti dessus. Wow. Et Mewe, quand je lui ai envoyé le morceau tout de suite, 3 jours plus tard, bam, il pose sa voix. Et j'ai dit, waouh. Aussi vite. Quand il a posé sa voix, je dis, waouh. Et c'est comme ça. Après, je suis monté à Paris et on a retravaillé sur la musique. Et c'est là où tu vois le professionnalisme de ce gars. Parce que, entre-temps, l'ordinateur avait eu un petit problème. Du coup, les morceaux ont décalé un peu. Les instruments ont décalé. Une légère désynchronisation. Légèrement. Et bien lui, il entendait. Moi, je ne l'entendais même pas. Et il me fait, tu vois ça là, il faut qu'on déplace ça, il faut qu'on les cale. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est le résultat de plusieurs années de travail, justement. Et c'est comme ça qu'on a vraiment travaillé avec Mewe. Et c'était très, très, très bien passé. Oui. Et voilà quoi. Oui, Tchalé, on vous définit comme un activiste enjoué. Est-ce que la musique est pour vous une arme de paix ou un refuge personnel? C'est une très belle question. Je vais aller en profondeur. Est-ce que la musique est pour vous une arme de paix ou un refuge personnel? Je pense que la musique, pour moi, c'est une arme de paix. Ah oui. Ouais. Vous vous trouvez tellement à l'aise à l'intérieur et vous vous dites, bon, là, je ne sors plus. Quand tu es musicien, tu ne sors pas. Quand tu es musicien et que tu as cette paix, tu ne sors plus. Parce que c'est à partir du moment où tu as cette paix que tu sais que tu es musicien. D'accord. Nous allons voir le musicien derrière Tchalé il y a quelques années.
Voilà, Tchalé en pleine prestation, comme je vous l'ai dit, c'est un musicien hors pair, un guitariste hors pair, vous avez eu le temps de le constater. Dites-moi, Tchalé, vous chantez en fond, en mina et en yoruba, est-ce une manière de protéger vos racines ou plutôt de les faire voyager? Les deux. Ah, les deux. Ouais, parce que je les protège, parce que si on ne les protège pas, nous qui sommes de cette culture, personne ne le fera à notre place. Je les fais voyager pour faire connaître cette valeur qui est la nôtre. Et pour moi, chanter dans ces langues, si je peux même chanter en Ashanti ou je sais pas quoi, ouais, je chante déjà en Ewe, en Mina. Donc si je peux même chanter dans une langue du Nord, franchement, moi c'est direct quoi. Parce que c'est beau de partager la culture. De partager cette culture qui est tellement riche, mais que beaucoup ignorent. Et beaucoup ignorent, beaucoup ignorent parce que beaucoup vont parler le français à leurs enfants, beaucoup vont donner le nom français à leurs enfants. Bon, tout ça, c'est notre culture. C'est-à-dire que de donner nos noms à nos enfants, comme Ayaba, Siba, c'est très beau. Parce que de l'autre côté, quand tu te dis, tu dis comment tu t'appelles, tu dis je m'appelle Tchalé, je m'appelle Ayaba, tu vois, c'est original. Ouais. C'est original, ils adorent ça. Mais nous, pour protéger notre culture, je pense que c'est un travail, c'est un travail pour tous. Donc moi, je chante dans ma langue, je peux chanter en français. C'est super. On dit également que sur scène, on parle de votre fougue diabolique. Je m'excuse si le mot est trop fort, mais d'où tirez-vous cette énergie presque mystique lors de vos concerts? C'est vrai que quand tu es béninois et tu es d'Abomey, et que tu as fait le Kalita, et que... Ah là, les origines sont là, on continue. Moi, j'ai fait plein de petits groupes de Toba. On a eu le temps de bien s'enrichir. Exactement. Donc, quand tu as tout ça, tu as avalé tout ça, et qu'un jour, Dieu te donne grâce et que tu es musicien, je pense que c'est là où ça sort. Oui. Moi, Tchalé, ce n'est pas toujours la force de la musique, des instruments seuls, mais c'est aussi la profondeur des messages, comme vous allez le voir dans l'un de ses premiers morceaux, de ses premiers clips. Tchalé, nous allons suivre. Mado mede kasi no me Mado mede kasi no me Mado mede kasi no me ache Hame lo zanzan we zamba bechelole No hame lo zanzan we zamba bechelole Enyon we zambanda hey yeah Enyon we zambanda hey yeah Mado mende kasi no mi me Kwe aton mado me chele chonyendo Banye wa huzu ta chiavi no chiavile On to bote bobo nye ma khole
titre, ou plutôt un morceau qui porte un message très fort. Tout à l'heure dans la police, pendant que le clip passait, Tchalé me confiait qu'il a la chair de poule en revivant ce clip. Pourquoi? Exactement, parce que ce morceau, je l'ai écrit. Je suis rentré au pays un jour et j'ai vu plein d'enfants qui sont dans une situation pas possible. Et du coup, je me dis, putain, comment se fait-il? Est-ce que tu as mangé? Non. Où sont tes parents? Ils sont à je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit, ben, putain, on vit encore dans ce monde c'était en 2007, 2008. Et je suis rentré et voilà, j'ai écrit ça. En écrivant ça, je pleurais. Parce que je dis, moi, j'ai toujours dit, mais mon père, il me donnait rien. Mais j'avais quand même un toit, quoi. Je dormais, je mangeais, mais il y a des enfants qui ont rien, il y a des enfants qui sont nés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est un coup de cœur pour les enfants en situation difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour que le monde entier voit cette belle œuvre de Tchalé. Et justement, nous allons parler de son dernier album, ou plutôt de son dernier son, Ibeji. Ce sont les jumeaux, c'est comme ça on appelle les jumeaux. En Yoruba, on parle de Roro, enfant, on parle de Venanvi au Togo, voilà. Dites-moi, Tchalé, pourquoi avoir choisi ce symbole du double et du sacré pour ce troisième album? Déjà, il y a une histoire que je n'ai pas trop racontée. Un jour... Mais nous avons les histoires ici sur ce plateau. Nous avons découvert nos artistes autrement, au-delà de tous les filtres, tout ce que nous voyons. Mais nous voulons les voir naturellement, en vrai. C'est vrai qu'il y a une histoire profonde de ça, mais c'est encore plus que ça, parce que à un certain moment donné, tu t'es dit, ben, enfin, nous avons quand même des cultures énormes. Le Hoho, quoi. C'est sacré dans notre pays, c'est sacré au Togo, c'est sacré au Nigeria. Et je me dis, il faut que à chaque fois quand j'écris un album, que je mets une lumière sur c'est-à-dire un domaine dans notre culture, pour que les gens comprennent qu'on a une richesse qu'il faut quand même valoriser, vendre à l'extérieur. De toute façon, un artiste est d'abord l'ambassadeur de sa propre culture, avant de s'approprier la culture des autres. Exactement. Et j'ai mené mes enquêtes et je me suis rendu compte que cet album est un hommage à votre grand-mère, si je ne me trompe. Exactement. Et quel est le plus bel enseignement qu'elle vous a laissé et que l'on retrouve dans vos mélodies, et surtout à travers Ibeji? Parce que ma grand-mère, qui est décédée à 118, on va dire, 118, elle avait 118... Elle a le secret de la longévité, on dirait. Exactement. J'ai la chair de poule quand je parle d'elle. C'était une grand-mère qui valorise, valorise, oui. Exactement cette culture. D'accord. Tout ce qui touche notre culture, elle te parle de... parce qu'elle est jumelle déjà. Ah, d'accord. Elle était jumelle déjà. Bon, là, ça se comprend maintenant. voilà. Elle était jumelle déjà. Donc, quand j'étais petit, j'allais chez grand-mère. Elle avait déjà les bois sculptés. Oui, la représentation de jumeaux. Nous allons le voir tout à l'heure dans le clip qui va suivre. Oui. Exactement. Donc, c'est elle elle m'a beaucoup parlé de beaucoup de choses. On sait que cet album, justement, est sorti le 20 février dernier, je crois. Voilà. Exactement. Si vous devriez choisir un seul mot pour décrire l'émotion que vous voulez laisser au public, lequel serait-il? Laquelle serait-elle l'émotion? Au public, je dirais surtout les jeunes. C'est très important, c'est eux les ambassadeurs de demain. Je dirais tout simplement que je les adore, qu'ils aillent quand même faire tout possible pour se documenter.
Aller à la source. Aller à la source. C'est très important. Nous allons vivre alors Ibedji, quelques images très fortes et très intéressantes. Là, nous plongeons à fond dans la culture. Ibedji, pour votre plaisir. Merci. Ife Olúwa ká fi ọkàn hàn sí o. Ife Olúwa ni ká fi ọkàn hàn sí o. Ife Elédùmarè mọ́júbà ọmọ mi ò jìnlẹ̀ ọmọ òhò rẹ̀ táyé kan ìdè ló fẹ́ kí wọ́n oní Ìbejì dé. Chawa momi tonle mikuna jodo kai kai delo fekiwa na kibagwe kwezumwe we got to my feeling de seba ulibona nade madovanu chawa mole o fate gwe tuteji we o chela zonwa mojuba o ma o vigilero hame bondo Ibedji Ife Olúwa ká fi ọkàn hàn sí o. Ife Olúwa ni ká fi ọkàn hàn sí o. Ife Elédùmarè. Mai joto eto, boy mere voto. Mai joto eto, boy mere voto. Amae bape vio molo no, si mu me we du de la. Ovie we tu a ponte, uma we matule. Mi wa yo baba wa, do amo mi tole, mi mono joe do pere. Do amo mi tole, mi mono joe do pere. Do amo mi tole, wana. Voilà, Tchalé qui nous plonge au cœur de la culture africaine à travers les jumeaux qui sont des divinités dans notre culture. Ibedji, on parle de Ibedji en Yoruba, chez Nigeria, un peu partout et même dans des zones Yoruba du Bénin. On parle de Venanvi dans les zones où on parle Mina, Bénin, Togo. Et on se parle maintenant de Roro quand il s'agit du Bénin. Merci à Tchalé pour cette belle immersion dans la culture béninoise. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, de cette découverte de Tchalé. Maintenant, un dernier mot, Tchalé, très rapidement. Merci à toi, Ulrich. Ça te plaisir. Franchement, je suis très ravi parce que depuis ma tournée de promotion, c'est la première fois que ça a été très profond. Vous avez été chercher loin sur l'artiste. Je vous remercie, je remercie la technique et à tous les téléspectateurs, franchement, allez écouter Tchalé. Merci à Tchalé, merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir témoigné une fois encore votre fidélité. C'est justement sur ces belles sonorités de Ibedji que nous allons refermer cette émission en rendant hommage à tous les jumeaux qui nous suivent et aussi en réclamant leur bénédiction, en demandant leur protection. Étant donné que ce sont des divinités, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et portez-vous bien et que Dieu soit avec vous.